suis Malia Metella, je suis vice-championne olympique en 2004 en natation. J'ai fait 2 fois les Jeux à Athènes en 2004 et à Pékin en 2008. C'est devenu un rêve de participer aux Jeux olympiques, je dirais 1 an avant les Jeux, pas avant. Parce que je ne connaissais pas encore cette importance, certes pour un sportif de haut niveau encore, de participer ou même d'avoir une médaille. Pour moi, c'est de me faire plaisir et de prendre du plaisir en faisant du sport. À 1 an des Jeux, j'ai eu un déclic. Et j'ai eu un déclic suite à une performance que j'avais faite aux États-Unis. Et j'ai battu les Américaines chez elles. Et j'ai frôlé le record de France de très peu. Et quand je suis rentrée, j'ai pris l'importance, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à aller chercher l'année prochaine. Quelques mois après, je me qualifiais justement pour les Jeux. Et quelques semaines après ma qualification, je devenais triple championne d'Europe. Les choses se sont très bien enchaînées derrière. En fait, d'avoir ce déclic, c'est le sportif qui doit l'avoir. C'est pas l'entraîneur. L'entraîneur met tout en place et le sportif doit comprendre toutes ses capacités, tout ce qu'il a en main, tout ce qu'il est capable de faire. Et si tu ne l'as pas, la performance, elle n'arrive pas. J'ai pas fantasmé pendant les Jeux. Je n'ai pas été surprise. Quand je suis arrivée à la piscine, je n'ai pas été surprise. C'est un élément dans lequel j'allais tout le temps. Je retrouvais les mêmes adversaires que j'avais tout au long de l'année. Donc, les Jeux ne m'ont pas mis ces petites étoiles dans les yeux que peuvent avoir certaines personnes ou certains sportifs quand ils arrivent aux Jeux. Donc, je me suis laissée porter, vraiment laissée porter. J'ai pas préparé ces 2 Olympiades de la même manière. Certes, j'avais dit que j'avais eu ce déclic en 2003, mais en 2003, j'avais perdu mon père aussi. J'avais bien fait comprendre à mon entraîneur que c'était pas le décès de mon père qui allait me faire perdre mes moyens pour aller au haut niveau. 2 jours avant ma médaille, j'étais effondrée, j'étais en dépression et je ne me suis pas laissée emporter. En fait, je me suis dit qu'il me restait encore cette dernière chance. Donc, j'avais cette possibilité d'aller chercher une médaille. Donc, je suis allée chercher cette médaille. Après, j'ai vécu des championnats du monde. J'ai refait championne d'Europe. J'ai vécu les championnats du monde. Je reviens avec une médaille de vice-championne du monde, mais sur le 100 mètres nage libre cette fois-ci. Et après, je me blesse. J'ai une fracture du fatigue au niveau de la côte. Et on m'oblige de m'arrêter pendant 1 mois. Mais je souffre pendant 1 an et demi, en fait. Donc, je m'entraîne en ayant de la douleur, en ayant mal, n'arrivant pas à m'entraîner normalement, n'arrivant pas à bien manger, n'arrivant pas à bien dormir, mais je m'entraîne quand même. Et en 2006, j'attrape la gale lors d'un déplacement qui est horrible. Donc, il m'est arrivé tellement de choses en fait entre ces 2 Olympiades que je ne les ai pas vécues de la même façon. Arrivé en 2008 à Pékin, juste à la fin du stage de préparation, je dis aux entraîneurs que j'ai l'impression d'être en surentraînement. Surentraînement, c'est l'impression d'en faire trop, d'être fatiguée, ne pas arriver à faire ce qu'on me demandait de faire. Et donc les entraîneurs décident de me ralentir. Et en fait, quand je suis arrivée pendant les Jeux, j'avais plus de force. Donc je me suis battue pour pouvoir réussir à aller en demi-finale, à aller en finale. Et j'ai réussi à aller jusqu'en demi, c'est tout. Mais j'ai eu tellement de choses qui me sont arrivées dans ma vie qui ont fait que je ne les ai pas vécues de la même façon. Alors, comment je me sens? Guerrière. J'avais le feu en moi, en fait. Cette 4e place, elle ne passait pas, en fait. J'avais le feu en moi. J'attendais avec impatience d'aller toucher ce mur. C'était, pour moi, dans ma tête, c'est je monte sur cette boîte, je monte sur ce podium. Impossible que je passe à côté. J'ai failli passer à côté, hein. Et que je n'ai pas lâché jusqu'au bout. Ma course, elle dure, on va dire 25 secondes. Je fais un peu moins de 25 secondes, on va dire 25 secondes. Même pas 10 mètres de l'arrivée, je suis 7e, en fait. Et en fait, dans ma course, je me suis posé une première question, c'était aux 35 mètres, est-ce que j'ai besoin de respirer? J'ai fait non, perte de temps, je ne respire pas. Ensuite, je me suis dit, Malia, c'est ta dernière course, tu n'as plus rien après, il faut que tu ailles monter sur ce podium. Et donc, ma force, c'était d'accélérer à la fin de course. Donc, j'ai dit, j'accélère, je donne tout. Même si je m'épuise à la fin, même si j'arrive plus à respirer, mais je donne tout. Et c'est là que je touche 2e. Sinon, je passais complètement à côté de mon podium quand même. Le mental a été très fort. Le mental et cette flamme qui était à l'intérieur, elle m'a aidée justement. Et je me suis dit qu'il ne fallait pas perdre pied, il fallait que j'y aille jusqu'au bout. Et ce mental a été très fort. En fait, c'est vraiment 2 émotions différentes à chaque Olympiade. Donc là quand on a la médaille et les gens le regardent, et il y en a qui ont beaucoup de fierté, donc ils viennent le dire.
que ce soit dans la rue, dans les transports, peu importe, ils viennent te le dire. J'en ai eu beaucoup en Guyane puisque j'étais la première médaillée olympique, donc j'ai eu beaucoup de fierté, beaucoup de soutien de la part de la population guyanaise. Et ce moment où quand tu ne rapportes pas de médaille, ils sont là, oui, on est tout cœur encore avec toi Malia, et c'est toujours d'avoir ce soutien et cet encouragement auprès de toi en tant que sportif, parce qu'on est humain, on ne gagne pas tout le temps. Voilà, ça fait partie aussi du sport, les échecs et les défaites, c'est pareil. Ouais. Quand la compétition est finie et que je rentre chez moi, je redeviens la petite Malia. On ne parle pas forcément de ce qui s'est passé en compétition ou quoi que ce soit. On prend plaisir de parler de la famille, de ce qui se passe, de ce qu'on fait. Mais je redeviens la petite Malia. Ma mère, encore aujourd'hui, pour elle, c'est la petite Malia et elle restera toujours la petite Malia. On fait une pause sport. C'est une vraie pause et ça fait du bien parce qu'il n'y a pas que le sport. Moi, j'en avais pas. Plutôt sur la performance mentale, qui est la différence. Parce que je n'avais pas ce problème où je me laissais dépasser parce que je venais de vivre ou que je pouvais vivre. J'arrivais à tout gérer et je le prenais très bien. J'étais pas quelqu'un qui stressait avant une course. J'écoutais, j'étais très attentif à ce que me disait mon entraîneur sur les moindres détails. Et en fait, on se préparait surtout la performance mentale sur les petits détails de ce qui peut potentiellement me déranger avant une course. Mais j'étais pas sur la santé mentale comme on peut en parler aujourd'hui, où il y en a beaucoup où ils en ont besoin, parce que la vie personnelle et la vie de sportif de haut niveau, tous les deux doivent travailler ensemble. Et ils ont remarqué que c'est sur ces deux-là qu'ils devaient travailler sur la santé mentale. Et c'est super important pour le sportif. Je ne voyais pas cette différence entre les hommes et les femmes. Je fais un sport mixte. On s'entraîne, hommes et femmes s'entraînent ensemble. On est des adversaires pendant l'entraînement. On n'est pas des adversaires en compétition, mais on est des adversaires à l'entraînement. Les nageuses nagent plus vite que les garçons à l'entraînement. Ça, il faut le savoir. On est des bêtes, on est des durs à l'entraînement. On ne rigole pas. Et ça fait que c'est une force aussi. Il n'y a pas de différence pour les primes. Après, chacun négocie comme il veut pour ce sponsor. Mais en compétition, les garçons et les filles gagnent la même prime. Ils ne font pas de différence. Alors, je n'arrivais pas à vivre de mes revenus pendant l'époque. Je n'avais pas beaucoup de sponsors, j'en avais peut-être 2 ou 3. Et tout ce que je gagnais, je mettais de côté. Et tout ce que j'ai pu mettre de côté, j'ai réussi à m'acheter un appartement et j'ai pu me payer mes études. Mais vivre toute ma vie grâce à ce que j'ai gagné, non, puisqu'on doit faire nos études et faire de la haute performance, obligatoirement. On sait qu'on est un sport amateur. La natation, c'est un sport amateur. Moyenne d'âge à l'arrêt en natation, je crois à 27, 30 ans, 32 ans à peu près. J'ai arrêté à 27 ans, il y en a qui arrêtent avant, il y en a qui arrêtent après. Donc pendant toute cette période où on a été au haut niveau, ça ne suffit pas pour pouvoir vivre tout le reste de notre vie. J'avais décidé d'arrêter presque tout de suite après, même avant. Je prenais tellement de plaisir à m'entraîner, même si j'avais mal, même si je souffrais, j'ai continué. Et c'est après les Jeux de Pékin que je me suis dit, je me laisse encore une année de plaisir, de prendre plaisir à aller à l'entraînement, même si c'est 1 fois par jour. J'y vais. Et après les championnats du monde de 2009 de Rome, je me suis laissé 1 mois, vraiment 1 mois pour réfléchir et savoir si c'était la bonne décision. Et au bout de ces 1 mois, je me suis dit, t'es plus motivé à enfiler un maillot, à aller t'entraîner, à avoir les cheveux mouillés toute la journée. T'as plus ce plaisir, donc Malia, il faut arrêter. Passe à autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. Alors à 27 ans, j'ai décidé d'arrêter. Tout de suite, j'ai pris une école de journalisme. J'avais commencé, donc j'ai fait mes 2 dernières années en école de journalisme. Ensuite, j'ai eu la chance où j'ai eu une demande de travailler dans une boîte de marketing sportif. Donc j'ai travaillé pendant à peu près 8 mois et pendant 2 ans, j'ai ramé. Et en fait, une grande boîte d'assurance a lancé un programme pour recruter des anciens sportifs ou des sportifs en reconversion, pour pouvoir les prendre et les former. Et je me suis dit, là, il faut que je saute le pas. Je suis revenue à Paris, je suis restée 7 ans dans cette boîte. Et en fait, au bout de 7 ans, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, pendant toutes ces années, j'avais laissé tomber le bassin. Ouais. En fait, avant de revenir pour la préparation des défis Titicaca, j'avais laissé les bassins. Ça faisait 11 ans que je n'avais pas remis les pieds dans une piscine. En fait, quand j'ai arrêté, j'ai vraiment dit que j'arrête tout. J'ai arrêté le sport, j'ai arrêté la natation. Quand je passais devant une piscine, je me mettais en apnée parce que je ne voulais pas sentir l'odeur du chlore.
ça me donnait envie de vomir. Et quand il fallait encourager mon frère, qui était en équipe de France à l'époque, je n'allais pas l'encourager, je restais devant la télé parce que je ne pouvais pas me mettre dans les gradins. Ça m'angoissait pas, mais je ne pouvais plus, c'était au-dessus de mes forces. Alors, toute cette période des JO m'a vraiment fait grandir. J'ai appris sur moi, j'ai appris sur ce que j'étais capable de faire. J'ai appris aussi sur que l'échec n'est pas une fin et que l'échec me fait plus peur. C'est aussi ça. Ouais. Alors, le conseil que je donnerais à un athlète s'il participe à ces JO pour la première fois, c'est de se faire plaisir. Et surtout, ne pas s'étaler sur ce qu'il voit. Certes, ça peut faire peur, c'est tellement beau, c'est tellement grand, mais fais ce que tu sais faire. Vas-y pour ton combat, pour aller nager, pour être le meilleur ou la meilleure. C'est le plus important. Et tu verras que tu vas kiffer. C'est ça les JO.